Bonjour à tous. On va commencer, même si, il y en a probablement qui vont nous rejoindre, j'espère. On accueille, le professeur, Olfa Hamzaoui pour ce, webinaire, et qui va nous présenter, les biais inconscients et puis après on aura, un topo, du docteur Alexandra Burton, pour, la suite et une petite vidéo au milieu. On peut Merci commencer. beaucoup. Alors, merci au groupe FEMIR de m'avoir invité pour parler un peu des biais inconscients. Et c'est vraiment une petite présentation qui va plutôt vous donner une idée sur le concept des biais inconscients. Euh, j'ai pas fait, en tout cas, j'ai pas fait de la recherche là-dessus, mais j'ai fait un peu la littérature il y a quelques mois, et c'est vrai que on en a discuté autour d'un autre événement, euh, d'un réseau, en tout cas international de femmes réanimatrices, et c'est là où on s'est posé la question déjà de parler de ça pendant ces webinaires du CEMIR. Et puis, bien évidemment, je pense que Alexandra Burton, qui co-organise une journée un peu plus dans les phases d'approfondissement, va revenir sur ce concept-là de façon un peu plus approfondie, avec peut-être aussi un peu plus d'interactivité euh, et de jeu de rôle, qui vous permet aussi après, dans une phase peut-être ultérieure, euh, de, de- d'être dans une situation de mise en scène et de comprendre encore mieux. Et donc, le but de cette présentation, c'est un petit peu de vous familiariser un peu avec ce concept. Alors, ma diapo de lien d'intérêt et peut-être biais aussi, c'est que effectivement, je suis une des membres fondatrices du groupe FEMIR. Le groupe FEMIR, c'est le groupe Femmes médecins en médecine intensive réanimation, qui a été créé en 2019, et au sein de la Société de réanimation de langue française, au sein de la CRLF. Euh, voilà, qui bien évidemment continue son chemin, et avec donc une évolution sur les missions, les actions et l'accompagnement aussi pédagogique des étudiants et des étudiantes, notamment en médecine intensive réanimation. Alors d'abord, je vais commencer par c'est quoi les biais inconscients? Il faut savoir qu'on a alors deux types de biais. Il y a ce qu'on appelle le biais, tout ce qui est biais explicite, qui est en fait euh, assez facile à détecter. Bien sûr, hein, les personnes qui sont racistes ouvertement, sexistes, des attitudes homophobes, ça c'est vraiment voilà, des choses assez faciles à détecter. Et puis voilà, donc il y a des actions discriminatoires qui peuvent être vues déjà, donc des attitudes. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué et un peu plus difficile à voir, c'est ce qu'on appelle le biais implicite. Et le biais implicite, il englobe alors des croyances, des attitudes, parfois envers des races, des ethnies, des âges même, des genres, de l'handicap, euh, et même la morphologie, l'apparence et d'autres caractéristiques. Et généralement, ça opère, en tout cas toutes ces idées-là, ça opère en dehors de notre vraie conscience. Et donc, c'est pour ça que c'est implicite et que c'est généralement difficilement détectable, mais cela peut être mesuré de façon indirecte. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour un peu plus, en tout cas, appuyer ce concept-là et peut-être un peu plus le concrétiser. Est-ce qu'on est voilà, conscient de nos biais inconscients?
quelques exemples concrets voilà, qui sont un petit peu donnés dans la littérature avec des études autour de ça. Alors, tout d'abord, la gestion de la douleur. Il y a des études qui ont montré que les patients issus, par exemple, de minorités, en particulier, alors, parce que c'est des études américaines, mais je vais vous donner aussi un exemple qui peut-être vous parle un peu plus aussi en France et en Europe. Alors là, c'est des études américaines où, en particulier, les Noirs et les Hispaniques ont moins de chances de bénéficier d'un traitement adéquat de la douleur que leurs homologues blancs. Parce qu'il y a un préjugé qui peut découler, bien évidemment, de croyances erronées sur les différences biologiques en matière de tolérance de la douleur. C'est que, voilà, en fait, ils tolèrent un peu plus la douleur. Alors, nous, en France, on a aussi le syndrome méditerranéen, qu'on appelle, voilà, un peu de façon assez facile sur des personnes qui viennent soit d'origine, effectivement, au sud de la Méditerranée, que ce soit, voilà, en Afrique du Nord ou le sud de la France parfois, qu'on peut effectivement un petit peu ça nous emmène à un peu sous-estimer notamment la douleur et aussi la sous-traiter. Le retard dans les diagnostics, ça pareil, c'est en fait, il y a des études, ça par contre, c'est les femmes en particulier, les femmes de couleur aux États-Unis, sont souvent confrontées à des retards de diagnostic pour des pathologies telles que, par exemple, les maladies cardiaques. Les symptômes présentés par les femmes peuvent être interprétés de façon différente, ce qui entraîne des erreurs de diagnostic ou de retard de traitement qui sont généralement confondues avec de l'émotion, de l'hystérie, parfois quand on a des douleurs thoraciques. Alors, les préjugés sur le poids, ça c'est voilà aussi un élément essentiel et Alexandra, je pense qu'elle s'y intéresse de façon un peu plus approfondie et vous allez sûrement la voir l'année prochaine avec des exemples plus concrets, mais les patients en surpoids et obèses sont souvent confrontés à la stigmatisation, des préjugés, de tous généralement parfois d'une partie des professionnels de santé, ce qui peut les amener à se concentrer sur la perte de poids plutôt que de s'attaquer à d'autres problèmes de santé. Cela peut conduire à un traitement bien évidemment inadéquat des affections sous-jacentes. Bon, exemple, diabète ou l'hypertension, on dit non, non, il faut qu'elle perde ou qu'il perde 20 kilos et on verra après, alors qu'il y a des accidents cardiovasculaires qui peuvent arriver entre-temps et que c'est, voilà. Donc il y a cette notion-là. Le vieillissement, l'âge, on a aussi quelques biais inconscients sur les personnes âgées qui peuvent être effectivement victimes de préjugés liés à l'âge. Il y a des symptômes qui sont attribués, parfois à tort, au vieillissement plutôt qu'à l'étude de pathologies sous-jacentes. Et cela peut conduire à un traitement insuffisant ou une mauvaise gestion des problèmes de santé. D'autres exemples qui peuvent retentir notamment, alors ça, je vous ai donné un peu dans le milieu de la santé, il y a un peu plus général et même parfois ça peut toucher aussi notre discipline dans l'embauche et la promotion. Il y a des préjugés inconscients qui peuvent influencer les décisions d'embauche et de promotion. Les candidats issus de minorités, les candidates étant souvent aussi souvent soumis à un examen plus minutieux, à des normes plus strictes que leurs homologues masculins de race blanche, par exemple. Les candidats issus de minorités. Et les femmes sont souvent soumises aussi à un examen plus approfondi et à des normes plus strictes que leurs homologues masculins blancs. Les financements et les subventions, il y a aussi quelques données de la littérature qui montrent que le financement de la recherche est un aspect, bien évidemment, vous le savez, c'est un aspect essentiel de la réussite universitaire. Vous le saurez aussi pendant votre carrière. Et des études ont montré que les chercheurs issus de minorités ont moins de chances de recevoir de subventions que leurs homologues blancs, même en tenant compte de facteurs tels que la qualité des propositions et les réalisations antérieures.
Le mentorat et parrainage, pareil. Un mentorat efficace et essentiel à l'avancement de la carrière dans le monde universitaire, notamment. Et les préjugés inconscients peuvent avoir une conséquence que les professeurs, en tout cas minoritaires et féminins, bénéficient de moins de mentorat et de moins d'opportunités et de parrainage qui sont essentiels. Ça peut aussi toucher même le domaine des publications, puisque les chercheurs minoritaires et issus, et les chercheuses hein, peuvent être victimes de préjugés dans le cadre du processus d'évaluation par les pairs. Alors ça, c'est quelque chose que peut-être c'est encore un peu jeune pour vous, mais ça peut être pendant dans les comités de relecture, comme quand on publie, en tout cas quand on envoie, on soumet un article. Les articles, ils ne sont pas anonymisés, et donc quand on regarde que c'est une équipe qui vient d'un tel pays ou qui ne parfois forcément ne maîtrisent pas la langue anglaise, heu, on a déjà un biais inconscient concernant la fiabilité des résultats, la validité de ce qu'ils sont en train de présenter, et ça va se traduire par un nombre moins élevé de publications dans des revues à fort impact. Et le dernier aspect, ça peut aussi toucher la représentation au sein des comités. Les professeurs issus de minorités, les femmes sont souvent sous-représentées dans les comités, influence qui peut limiter leur capacité et ça, c'est vraiment très global, très général, pas seulement, dans le domaine médical, ça peut être aussi dans le domaine politique, ou autres disciplines. Alors, je vous ai un petit peu et j'ai insisté un peu sur, des exemples, concrets pour que ça soit un peu clair dans votre esprit, c'est quoi un biais inconscient. Maintenant, on va passer par, on parle de ça, mais est-ce que ça existe vraiment, dans notre milieu et en médecine en général? Alors, je vais vous présenter cette revue et méta-analyse qui a essayé effectivement de déterminer la présence du biais inconscient parmi les professionnels de santé. Et alors, ils ont utilisé d'abord pour déterminer, comme je vous ai dit tout au début de cette présentation, que le biais inconscient et implicite, on ne le détecte pas de façon très simple. Donc, il y a des tests qui peuvent détecter ces biais implicites, notamment le IAT, c'est un des tests qui peut être utilisé. Il y en a d'autres aussi euh, qu'on peut utiliser pour détecter le, le, le biais inconscient, les biais inconscients. Et donc, dans ces études, ils ont utilisé plusieurs tests, alors voilà, pour mesurer et quantifier ce biais inconscient. Alors, ils ont étudié et regroupé 42 études. Ils ont utilisé beaucoup, en tout cas, le test IAT. Et puis, ils ont utilisé même, ils ont aussi inclus des études qui ont détecté les biais inconscients par des méthodes un peu plus originales, notamment des vignettes avec des vidéos, des questions écrites après les scénarii. Il y a aussi quelques jeux de rôle, des simulations, des études qui ont utilisé ça. Alors, euh, les biais qui ont été étudiés. Donc, je vous ai montré qu'il y avait différents types de biais. Donc, ils ont étudié dans cette, en tout cas, méta-analyse, ils ont englobé tout ce qui est biais autour de l'ethnie, de la race, multiples biais en même temps, le genre, le statut socio-économique, l'âge, l'atteinte, en tout cas, mentale, le poids, donc l'obésité ou pas, euh, donc d'autres aussi biais. Et ce qui est, je trouve, assez
en tout cas ce qui met cette étude de bonne qualité, c'est vraiment ça a englobé plusieurs pays dans le monde et notamment, comme vous voyez, le Canada, Israël, Hong Kong, la Chine. Voilà, donc c'est quand même assez varié comme population et ils ont aussi inclus des personnels de santé, les médecins, les infirmiers, les infirmières. Il y a des études aussi où il y avait soit médecins, soit infirmiers. Il y a aussi des psychologues et même des étudiants et des étudiantes en médecine. Et il y a aussi d'autres pays qui ont été aussi inclus, notamment l'Europe, parce que je vous ai montré tout à l'heure la Chine, Israël, Hong Kong, mais aussi bien évidemment l'Europe, les États-Unis et le Canada. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude? Alors, ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait euh, de biais inconscients parmi les professionnels de santé, euh, notamment dans les médecins, les infirmières, manifestent donc des biais inconscients avec en tout cas des degrés assez similaires en face de biais comme la race, l'ethnie, le genre, les statuts euh, socio-économiques, le poids, même envers les toxicomènes, envers les patients handicapés. La deuxième question qui se sont posées dans cette revue de la littérature, est-ce que le biais inconscient va retentir sur le jugement clinique et le comportement du professionnel de santé? Et en fait, ils ont trouvé que effectivement, il y avait notamment parmi les médecins, il y avait un niveau élevé de biais contre, en tout cas, les patients noirs. Quand on utilise un des tests qui est le IAT test, et il y avait une interaction effectivement assez négative avec les patients de race noire. Euh, Quand ils ont aussi soit utilisé ces tests-là ou dans des études où il y avait des vignettes, aussi pareil, il y avait une vraie corrélation entre, en tout cas, le biais inconscient des médecins surtout par rapport au traitement donc, des patients noirs quand on le compare aux patients blancs. Et il y avait un impact sur soit le diagnostic ou le traitement qui est recommandé euh, quand on compare les deux races de patients. L'autre question qui se sont posées, alors, quels sont les déterminants de ces biais? Quels sont les facteurs qui vont en tout cas influencer un peu la présence ou pas de biais parmi les professionnels? Et ils ont trouvé que effectivement les caractéristiques sociodémographiques des médecins et des infirmiers et des infirmières, eh ben, ça a un impact sur la présence ou pas de biais inconscients. Par exemple, et ben, quand on est en fait femme, on traite mieux les femmes que quand on est parfois donc dans quelques études quand il y a des hommes. Surtout les études américaines, les médecins ou les infirmières de race noire, ils prennent en charge, en tout cas mieux, les patients noirs que les patients, que leurs homologues qui sont de race blanche. Il y avait aussi donc
corrélation entre, bah, ça c'est assez évident, entre les biais implicites et bien sûr explicites. Euh, Par exemple, généralement, le biais implicite anti-obèse, c'est généralement on va les trouver chez les personnes qui sont ouvertement racistes, et ils ont donc une attitude raciste anti-noir. Alors, pardon. Donc la conclusion de cette étude, c'est que effectivement, ça existe, ça touche tous les professionnels de santé, donc c'est important de se poser la question et d'essayer de le détecter pour effectivement essayer de peut-être travailler là-dessus. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je vous ai montré un peu l'existence de ce biais parmi les professionnels. Et maintenant, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup, en tout cas, d'utilisation parfois d'algorithmes, hein, de soins, de diagnostics et tout. Et Harvard s'est intéressé un peu l'existence de biais inconscients dans les algorithmes de traitement chez les patients. Et en fait, ils font euh, en tout cas une alerte assez intéressante sur ces algorithmes-là et l'utilisation d'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des données biaisées. Les systèmes d'intelligence artificielle sont souvent formés sur des données historiques qui, généralement et parfois, peuvent refléter des inégalités systémiques, et ce qui peut entraîner des prédictions biaisées en faveur de certains groupes au détriment de d'autres. Et donc, euh, si l'intelligence artificielle entraînée sur ces données, elle pourrait bien évidemment continuer à sous-évaluer leurs besoins en santé. Et comme je vous ai dit, Harvard en 2019, par des chercheurs, donc a relevé qu'un algorithme utilisé pour allouer des ressources de santé sous-évaluait systématiquement les besoins des patients noirs par rapport aux patients blancs, exacerbant ainsi les inégalités raciales dans les soins. Et ça, parce que ces algorithmes se sont basés sur des données où il y avait plus de données de personnes blanches de couleur que de personnes noires. Alors, il y a aussi, généralement, tout ça, c'est lié à beaucoup de données qui sont biaisées et qui n'existent pas. Par exemple, des facteurs socio-économiques qui généralement ne sont pas pris en compte. Les algorithmes peuvent ignorer ou mal interpréter les déterminants sociaux de la santé, comme le revenu, l'éducation ou l'environnement, et ça peut renforcer les disparités dans la prédiction des résultats de santé. Il y a aussi le renforcement des disparités dans les soins. Si l'intelligence artificielle est utilisée pour prendre des décisions cliniques ou allouer des ressources, elle pourrait involontairement privilégier certains groupes et désavantager d'autres en approfondissant les inégalités existantes. Alors, quel impact de ces biais inconscients? Alors, en médecine, les pratiques et politiques discriminatoires fondées sur les préjugés vont bien évidemment affecter négativement les soins aux patients et l'environnement de la formation médicale. Ils vont limiter aussi également la diversité du personnel de santé. Ils peuvent conduire à une distribution inéquitable des fonds de recherche et peuvent aussi même entraver l'avancement de carrière de certaines minorités. Alors, comment peut-on l'atténuer? Il y a des études qui se sont intéressées à cette thématique-là et essayer de voir s'il y a effectivement des procédures, en tout cas des stratégies pour essayer d'atténuer ces biais inconscients. Et en fait, effectivement, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut agir, notamment là, dans cette étude publiée, je sais plus, c'était...
je sais plus quelle année, je pense que c'était 2019, mais qui s'est intéressé un peu à la relation, en tout cas, l'analyse un peu, de relations et d'associations entre, l'expérience, de quand on est, en tout cas, étudiant, en médecine, hem et le changement de comportement, de biais, inconscients, quand on les entraîne un peu, heu, pendant, leur, parcours, notamment avec un vrai, en tout cas, en utilisant, des vrais outils et effectivement, il y avait, heu, des étudiants, qui vont faire des commentaires, négatifs, par rapport aux patients, par exemple, noirs. Il y avait aussi, en tout cas, hem, cette association, qui s'améliore après un vrai, parcours de formation, sur, les biais inconscients. Dans les autres facteurs qui vont améliorer, en tout cas ce biais inconscient tout le long du parcours, c'est effectivement, quand on refait les tests, ces tests qui existent, hein, on peut avoir, ils sont je pense aussi à libre accès. Quand on fait, ces parcours-là et ces tests-là, ça améliore Heu, donc notre interaction et notamment l'interaction de ces étudiants en médecine envers, par exemple, les patients et aussi même, leurs professeurs de race, ou qui viennent de races différentes ou même, issus de minorités. Et donc, effectivement, le changement, de ce biais, et ça fait partie en fait, il faut être impliqué et mis en place dans le parcours des étudiants, en médecine. Et on peut effectivement, le prévenir, heu, c'est bien inconscient par, aussi d'autres moyens. Bien évidemment, il faut s'attaquer, à ce problème-là dès, l'enseignement, en tout cas, vraiment, probablement même au collège, au lycée, mais aussi, parmi les étudiants et les étudiantes de médecine, mais aussi au sein de sociétés savantes, au sein d'organisations de santé, comme là, par exemple, le NIH qui, effectivement, met en place un groupe de travail autour, de la diversité. Il y a aussi, d'autres groupes, qui est aussi, autour de la diversité, de l'inclusivité, heu, monite avec un monitorage autour de ces thématiques-là mis en place par la Société européenne, de réanimation. Il y a aussi, d'autres, plateformes, américaines qui en fait même, un algorithme, d'intelligence artificielle qui essaye, ça c'est, en fait université de San Diego en Californie, qui a mis en place un un logiciel qui détecte, par un langage, vraiment, de signes, une communication non verbale, ça, détecte, les différents, attitudes et comportements qui peuvent évoquer, les biais inconscients et permet bien évidemment d'abord de donner en tout cas, à la personne tout de suite un feedback concernant son degré de biais inconscient et bien évidemment de travailler, là-dessus et puis, il y a d'autres, plateformes. Alors, je vais finir par ça, c'est un papier qui, en fait, donne un peu, comment on fait pour essayer, quels sont les 10 messages, en tout cas les 10 choses qu'on peut mettre en place vraiment, pour, essayer, de prévenir et d'atténuer ce phénomène, de biais inconscient. Il y en a, alors il donne 12 petits, en tout cas, petites astuces qu'on peut, utiliser dans l'environnement, là où on travaille ou là où on fait, en tout cas de l'enseignement pour essayer, de créer un milieu avec le moins de biais,
euh, donc le moins de biais inconscients. Alors, d'abord, c'est d'essayer de créer un environnement assez avec donc un sentiment et un ressenti de sécurité entre les apprenants et les formateurs. Il faut essayer aussi, un petit peu d'assouplir et en tout cas d'aplatir un peu la l'hiérarchie, effectivement avec une facilitation de la discussion entre, les seniors et les juniors, les étudiants et les professeurs, pour essayer effectivement d'engager des discussions, même, autour donc de ces biais. Bien sûr, il faut aussi, normaliser, ces biais et diminuer la culpabilité, le ressenti de culpabilité parce qu'en fait, il faut savoir que ces biais inconscients existent, mais c'est un facteur en tout cas, c'est un phénomène très naturel, humain. Il faut pas culpabiliser les gens, par rapport à ça, et de le reconnaître et de le détecter soi-même, ça encourage les personnes effectivement à essayer de lutter, contre ça. Mais il faut pas aller dans la culpabilité. Et puis, donner et intégrer la science autour de derrière ça, ça veut dire que, en fait, c'est, un phénomène, psychologique, cognitif, neuroscientifique qui est assez, reconnu, et c'est pas voilà, c'est pas quelque chose heu, c'est pas un phénomène, qui est, heu qui n'est pas en tout cas qui existe de façon, très subjective. Non, il y a un vrai, rationnel, scientifique, derrière. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place, c'est, de créer des activités, des exercices, essayer de créer ces situations un peu d'inconfort, de gêne autour de certains sujets pour essayer, de les aborder, et bien évidemment, de faire des exercices afin, de pouvoir, améliorer, la façon d'aborder, ce sujet. Il faut, aussi alors, bien sûr essayer, de faire, pas mal de formations là-dessus, d'ateliers, de vrais cursus, d'amélioration, de ces biais qui peuvent commencer par effectivement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire définir le concept, mais aller vers, des vrais, ateliers avec la détection et après, le travail sur, ces biais inconscients dans des, vrais exercices, hem, des ateliers, mais qui doivent être en tout cas inclus dans un vrai parcours et pas dans une partie, très ponctuelle de notre, cursus. Voilà, alors je finis avec ça. C'était aussi, en fait, une étude qui a essayé de mettre, un petit peu en pratique ce que j'étais en train de dire. C'est d'essayer de voir, un peu si on intègre un vrai, cursus, hem, de travail autour des biais inconscients et d'essayer, d'évaluer donc avant et après l'intervention, de la mise en place de ce, cursus, et de voir un peu, l'évolution, de ces biais, inconscients. Donc vous voyez, un peu le parcours, qui a été, en tout cas identifié pour, tous les participants et les participantes dans cette étude et en fait, il y avait vraiment un vrai programme avec une première session, une deuxième session, une troisième session où il y avait, des sessions, pratiques, des jeux de rôle, des vidéos, des vignettes et des tests et ce qu'ils ont trouvé et ce qui était, plus ou moins, à mon avis en tout cas, attendu, c'est qu'effectivement,
beaucoup les différents biais qu'ils ont abordés, qu'ils ont mesurés avant et après en utilisant donc le même test, et ben, il y avait une quasi nette amélioration dans tous les biais qu'ils ont abordés avant et après. Et donc, oui, effectivement, ces tests, en tout cas ce biais inconscient, il existe et effectivement mettre en place, des stratégies, comme ça peut éventuellement, l'atténuer. Voilà, j'ai fini et merci beaucoup, pour votre attention. Bah, merci. Merci beaucoup. Vas-y, Agathe. Merci beaucoup Alpha pour cette présentation qui était très, très claire. Alors je vois pas de questions dans le chat, mais moi j'en ai une pour commencer. Donc on a bien compris ce que c'était que les biais. C'est une question commentaire un peu. Au final, on a l'impression il est jamais trop tard pour se rendre compte de nos biais et pour, s'éduquer et même si on les prend très jeunes ou si on les prend, beaucoup plus, tard, on peut toujours apprendre. C'est bien ça? Alors oui, c'est vrai, tu as raison Agathe. En tout cas, il y a des études aussi qui ont impliqué effectivement, des soignants, déjà, accomplis. Mais c'est vrai que maintenant et je pense que c'est important et c'est pour ça, je pense que le groupe FEMIR a mis en place, ces webinaires-là. C'est bien de, en tout cas, essayer d'accompagner des nouvelles générations vers, en tout cas, une prise en charge, alors, je ne veux pas dire complètement sans biais inconscient, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un phénomène naturel, humain, cognitif qui fait partie, mais avec le moins possible de biais, et notamment pour la bonne prise en charge de nos patients, qui sont par définition très divers, diversifiés, de différentes races, ethnies, religions, genres, morphologie, ce qu'on veut. Et donc, c'est vrai que il est jamais trop tard, mais à mon avis, c'est important de l'introduire très tôt dans le cursus. Maintenant qu'on en parle, qu'on a les moyens aussi de le détecter assez facilement. Mais on en a tous, hein, et toutes, et d'ailleurs, voilà, je pense qu'on a vécu tous et toutes avec ça. Et on a même, alors ce qui était dangereux, c'est qu'à un moment, on normalisait tout ça et on trouvait parfois même que c'était amusant euh, dans certaines situations. Et qu'on banalisait tout ça. Ouais, merci bien. Moi, c'est pareil, c'est une question commentaire, mais ce qui est intéressant, c'est quand même que maintenant, on veut sensibiliser nos étudiants de plus en plus tôt, mais alors la formation, c'est toujours difficile, surtout quand on commence un peu à vieillir, mais le plus important finalement, c'est de se questionner tous les jours en fait au lit du patient, surtout quand on parle de vraiment des soins aux patients, c'est de se questionner tous les jours sur qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas, à chaque fois en train d'avoir des préjugés qui sont naturels? Parce que vu qu'ils sont, finalement tellement inconscients qu'on les intériorise, en fait, c'est tous les jours qu'il faut se demander si on n'est pas en train de modifier nos pratiques, pour tel ou tel patient. Dans la recherche, hein, de se poser des questions. Moi, je dis souvent, à nos étudiants, enfin les externes et puis nos internes, c'est par exemple, il y a une maladie qui est la drépanocytose. C'est une maladie qui touche, une population qui est, malheureusement victime du racisme très souvent et Oui, la recherche clinique liée à la drépanocytose et les bah, il y en a douleurs. beaucoup moins sur les douleurs, sur la gestion de la douleur et sur les thérapeutiques qu'on peut leur proposer, Mm. parce qu'il y a enfin, ça serait une maladie entre guillemets, «de la personne blanche». Peut-être qu'on aurait déjà guéri la drépanocytose en pratique. Moi, j'en suis pratiquement persuadée, on aurait déjà fait de la thérapie cellulaire qui commence et qui est en train d'arriver, chez ces patients-là et si ça avait, concerné une population, européenne de blancs et ben, on aurait, peut-être déjà, 10 ans, d'avance, sur ce qu'on fait aujourd'hui et donc si on veut sensibiliser nos étudiants qui sont tout jeunes là aujourd'hui, c'est de se questionner tous les jours et vous avez le droit en tout cas sur ce sujet-là de probablement reprendre un peu vos seniors si à un moment vous avez, bah, vous êtes témoin de choses qui, peut-être sont en lien avec, des biais inconscients alors que ce soit fait plus ou moins consciemment parfois. Je vous invite tous à faire parce que même si on est sensibilisé, on n'est pas,
exempts de pouvoir faire malheureusement des victimes liées à nos biais. Et donc le test implicite là où je vous ai mis le lien, ils sont très bien faits. Il y a plusieurs thèmes et ça permet de se rendre compte que même si finalement on pense pas avoir de biais, et que finalement on en a tous en fait. Oui, je suis totalement d'accord, hein, je suis Mm. vraiment totalement d'accord. Il y a un autre exemple aussi que je cite parfois, c'est la prise en charge des toxicomanes ou Ouais. voilà, qui effectivement, alors vous allez me dire, c'est des préjugés, mais c'est parfois même, il y en a qui disent, en fait, ce sont des faits, et puis c'est une population particulière, et puis ils ont voulu, en fait, ils ont quasi cherché ça, et, et effectivement, on a entendu des horreurs autour de ça. Il faut essayer d'aller au-delà de là, de chercher effectivement au fond de nous l'objectivité qu'on peut avoir envers un patient et pas envers un contexte euh, ou une condition ou une addiction. Voilà. Donc, c'est vraiment un sujet, effectivement, je suis d'accord avec toi, Justine, il faut se poser tous les jours au lit du malade et je pense que probablement, effectivement, sur ça, les jeunes, ils doivent être un peu euh, l'alarme dans un service autour de ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui acceptent plus des commentaires que probablement nous, en tout cas, on a un peu accepté et banalisé à tort, bien évidemment. Ouais, je voulais rebondir. Merci Alpha pour ton commentaire. Je voulais rebondir également sur la maladie psychiatrique. C'est quelque chose qu'on évoque dans une formation qu'on fait avec Agathe et Justine, mais voilà, juste à titre d'exemple, à quel point on peut être influencé par des transmissions de collègues, des urgences ou Mm. d'autres médecins de salle. Et dès que certaines pathologies nous sont dites, transmises, tout de suite, on met en place des biais. Et typiquement, Mm. la patiente dépressive qui a fait X tentatives de suicide, eh bien, moi-même, hein, par exemple, je me suis déjà fait avoir à dire bah, c'est à nouveau une crise d'angoisse, alors qu'en fait, on l'examine moins bien, on a tendance à être moins attentif, alors qu'en fait, elle pourrait tout à fait faire une polypnée sur une embolie pulmonaire, par exemple. Je dis ça à titre d'exemple. Mais voilà, comme quoi on est tous influencés, et en effet, le test IAT, je vous invite vraiment à le faire. Vous avez besoin pour ça d'un ordinateur. Vraiment à le faire, ça prend quelques minutes. Et vous verrez qu'en effet, on a tous des biais et que des gens se rendent compte, on peut travailler dessus. Mm. Ouais, moi, enfin, si on a le droit de faire une petite histoire, hein, c'est pareil, hein, je pense on a tous des histoires de chasse, mais qui en fait, à la fin, c'est plus des histoires de chasse, mais typiquement, nous, c'était une encéphalite à NMDA qui est passée par la psychiatrie, comme Bien tout en sûr. fait, hein. Alors, toutes les encéphalites, je pense que la Voilà, majorité passent c'est ça, la dans la case psychiatrie. psychiatrique, hein, Et nous, l'histoire a été quand même forte, hein, puisque l'histoire qu'on nous dit, hein, c'est que elle se fait quitter par son copain et donc elle est folle et donc elle va en psychiatrie. Et en fait, l'histoire, c'est l'inverse. Elle devient folle, il la quitte et elle va en psychiatrie. Mais c'était une encéphalite, quoi. Donc, enfin, il faut toujours se questionner tous les jours sur ce qu'on est en train de nous raconter. Et c'est pas parce qu'on est une femme de 19 ans qu'on vient de se faire quitter que on est forcément folle, quoi. Si on déraille, c'est peut-être autre chose que juste parce qu'on est une femme et qu'on vient de se faire quitter, quoi. Voilà. Et une dernière remarque, juste pour les étudiants et en tout cas les internes qui nous suivent, allez-y sur PubMed Mm. et en tout cas, voilà, mettez les mots-clés, le biais inconscient en réanimation ou chez les patients, où vous allez voir une littérature assez importante sur effectivement l'impact sur le soin et sur la qualité de prise en charge des patients euh, avec ces différents biais qu'on peut avoir dans certaines populations. Donc, c'est pas vraiment juste parce que Justine, elle disait, c'est des histoires de chasse, mais il n'y a pas que Mm. des histoires de chasse. Il y a une vraie littérature là-dessus. Il y a vraiment des exemples euh, très, très concrets de ça avec des données assez solides de la littérature. Merci beaucoup, en tout cas. Merci bien. Merci beaucoup, Alpha. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.